Je m'appelle Chloé Bennett. J'ai 32 ans, je suis une ancienne nageuse sauveteuse en hélicoptère de la marine. Et maintenant j'enquête sur les défaillances de sécurité sur les projets de construction offshore. Le dîner de répétition de mon frère aurait dû être une célébration tranquille avant son mariage. Au lieu de cela, il en a fait la soirée où toute notre famille a finalement vu qui il était vraiment. À mi-chemin du dîner, il s'est levé avec une coupe de champagne et arborait le même sourire narquois qu'il utilisait toujours quand il voulait un public. « Dis à tout le monde ton indicatif d'appel de la marine », a-t-il dit, en jetant un regard vers sa future belle famille. Il s'attendait à ce que je refuse pour pouvoir me traiter de personne sans humour. Ou que je réponde pour qu'il puisse transformer mon passé en divertissement. Il faisait cela depuis que nous étions adolescents, me provoquant, attendant une réaction. Puis insistant sur le fait que j'étais la personne difficile. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce nom appartenait à une nuit que je n'avais jamais décrite à ma famille. Il ne savait pas non plus que quelqu'un à table avait été lié à cette mission. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'homme de 70 ans à côté du père de la mariée. « Riptide », ai-je dit. Quelques invités ont ri et le sourire de mon frère s'est élargi. Mais l'homme plus âgé s'est figé. Il a lentement posé son verre sur la table, a fixé mon frère du regard et a dit « Vous allez vous excuser auprès de votre sœur tout de suite. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Mon frère a essayé de rire. Mais le visage de l'homme m'a indiqué qu'il savait exactement ce que Riptide signifiait. Une fois la vérité révélée, des excuses sont devenues la moindre des préoccupations de mon frère. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti. Dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le dîner de répétition se tenait dans un entrepôt naval restauré surplombant le port de Charleston. Mon frère, Ryan Bennett, l'avait choisi parce que la famille de sa fiancée avait des relations dans le transport maritime, le droit et le développement commercial. Ryan voulait qu'il le voie comme un développeur sérieux capable de gérer un projet d'hôtel en bord de mer valant des millions. Pour lui, la soirée n'était pas seulement une célébration. C'était une audition. Sa fiancée, Emma Caldwell, était une avocate en conformité d'entreprise qui enquêtait sur les sociétés dissimulant des risques derrière des présentations soignées. Je m'étais souvent demandé pourquoi elle faisait confiance à Ryan. Mais il pouvait être charmant lorsque l'admiration était au rendez-vous. Autour des personnes qu'il voulait impressionner, il devenait attentif et généreux. Autour des personnes qu'il considérait comme permanentes, surtout moi, la performance disparaissait. Ryan s'était moqué de ma carrière dans la marine pendant des années. Bien que jamais assez ouvertement pour que nos parents le confrontent. À Noël, il demandait si j'avais appris à nager de façon spectaculaire pour le gouvernement. Aux anniversaires, il me présentait comme la femme qui inspecte des boulons pour gagner sa vie. Ignorant que mes enquêtes aidaient à prévenir les accidents en mer. Chaque fois que je protestais, il demandait pourquoi les militaires étaient si sensibles. Nos parents nous disaient généralement à tous les deux d'arrêter. Ce qui signifiait que Ryan ne subissait aucune conséquence. Et j'ai appris que le silence mettait fin au conflit plus rapidement. 3 semaines avant le dîner, Ryan a appelé et avait l'air inhabituellement chaleureux. Il a dit qu'Emma voulait que toute la famille soit réunie et a prétendu regretter à quel point nous étions devenus distants. Puis il a mentionné son projet d'hôtel. Ses investisseurs avaient besoin de 85 000 $ supplémentaires avant que la banque ne débloque le financement. Il savait que j'avais reçu un dédommagement après qu'un entrepreneur ait ignoré l'un de mes rapports de sécurité et ait admis plus tard sa responsabilité. Ryan a promis un accord formel, des intérêts et un remboursement dans les 12 mois. Je n'ai pas accepté immédiatement. Notre père avait déjà investi dans 2 des projets de Ryan. Et aucun n'avait produit les rendements promis par Ryan. Pourtant, Ryan a insisté sur le fait que cet accord était différent parce que l'oncle d'Emma, Walter, l'avait présenté à des partenaires expérimentés. Il a dit que cet investissement nous donnerait enfin quelque chose de positif à construire ensemble. Contre mon instinct, j'ai accepté d'examiner les documents, mais aucun argent n'avait été transféré. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, Ryan m'a serré dans ses bras pour le photographe et a chuchoté.
S'il te plaît, ne sois pas intense ce soir. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a souri. Amuse-toi, c'est tout. Ces gens ne sont pas habitués à l'énergie d'un interrogatoire militaire. 10 minutes plus tard. Un de ces garçons d'honneur a demandé si mon surnom de la marine était vraiment aussi embarrassant que Ryan le prétendait. C'est là que j'ai réalisé que Ryan en avait discuté avant le dîner. Je ne lui avais jamais dit mon indicatif d'appel. Je ne l'avais dit à personne dans ma famille. Pendant le dîner, il se déplaçait de table en table pour recueillir des éloges. Il exagérait son rôle dans l'entreprise de notre père et laissait entendre que je devenais une investisseuse dans son projet. Quand Emma a demandé si j'avais signé, Ryan a répondu pour moi. C'est pratiquement fait, a-t-il dit. Chloé aime juste que tout soit officiel. Puis le dessert est arrivé, et Ryan a tapoté son verre. Il a remercié les parents d'Emma et a prononcé un discours étonnamment sincère sur Emma. Un instant, j'ai pensé que mes soupçons avaient été injustes. Puis il m'a regardé. Ma sœur s'est toujours prise très au sérieux, a-t-il annoncé. Mais la marine lui a donné un indicatif d'appel qui raconte une autre histoire. Mes mains sont devenues froides. Ryan n'avait pas deviné. Il savait. Allez, Chloé, a-t-il dit. Dis à tout le monde ton indicatif d'appel de la marine. Emma a froncé les sourcils. Ryan, ne la mets pas dans l'embarras. C'est inoffensif, a-t-il répondu. Un garçon d'honneur avait déjà son téléphone pointé sur moi. Ryan voulait que mon malaise soit enregistré. J'aurais pu partir, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais le silence ne lui avait jamais appris à s'arrêter. Cela lui avait seulement appris que j'absorberais l'humiliation en privé. Riptide, ai-je dit. Ryan a ri le premier. Ses amis ont suivi. Parce qu'elle pouvait transformer une leçon de natation en crise majeure, a-t-il plaisanté. Walter est, l'oncle de 70 ans d'Emma, a baissé son verre. Où avez-vous entendu ce nom? A-t-il demandé. Ryan a haussé les épaules. C'était dans un des vieux cahiers de Chloé. Mon estomac s'est noué. Le cahier était enfermé dans une malle en cèdre dans le grenier de mes parents. L'expression de Walter s'est durcie. Vous avez ouvert ces dossiers de service privé. C'était un cahier, pas des renseignements classifiés. Excusez-vous auprès de votre sœur, a ordonné Walter. Ryan a de nouveau ri, mais cette fois personne ne s'est joint à lui. Ryan a regardé autour de lui comme si quelqu'un devait le sauver du sérieux de Walter. Ce n'est pas ce que vous pensez. Maman m'a demandé de faire de la place dans le grenier. Et j'ai trouvé le journal de Chloé. Le nom semblait ridicule. Tu ne l'as pas trouvé, ai-je dit. La malle était fermée à clé. Ma mère, Diane, s'est tournée vers lui. Tu m'avais dit que la malle avait déjà été déplacée. Ryan s'est agité. La serrure était vieille. Elle s'est ouverte. Ce n'est pas une réponse, a dit Emma. Ryan a fait un geste dédaigneux. Tout le monde doit se calmer. Chloé note tout. La météo, les coordonnées, les noms. Les heures. J'ai lu 2 pages. Tu en as photographié 6, ai-je répondu. Son visage a changé. Plus tôt, j'avais remarqué une page familière sur son téléphone. Elle portait une légère tache d'eau bleue dont je me souvenais de la mission. Ryan n'avait pas seulement lu le journal. Il l'avait photographié et partagé. Emma l'a regardé. Tu as envoyé ces pages à des gens? C'était pour le contexte de la blague. As-tu aussi envoyé les noms, ai-je demandé. Ryan est resté silencieux. Ce silence m'a ramené 8 ans en arrière. J'avais 24 ans. Affecté à un escadron de sauvetage par hélicoptère opérant depuis un navire de soutien lors d'une mission d'entraînement multinationale en mer d'Oman. Un système tropical a changé de direction. Piégeant un équipage de recherche civile et plusieurs entrepreneurs sur un navire d'études endommagé. Le navire a perdu sa puissance, a pris l'eau et a dérivé vers un récif. Notre hélicoptère a décollé dans des conditions qui auraient dû nous forcer à rentrer. Le premier panier de sauvetage s'est tordu sous l'aéronef. Un câble a heurté le navire. Un membre d'équipage a été séparé du groupe et un autre a été piégé sous le pont. Incapable de bouger.
La communication radio a échoué à plusieurs reprises tandis que les vagues entraînaient des débris dans un courant circulaire à côté du navire. Le commandant de la mission a attribué des indicatifs d'appel temporaire car plusieurs équipes partageaient le canal d'urgence. Je travaillais du côté ouest du navire où le courant était le plus fort. Chaque fois que j'atteignais quelqu'un, l'eau nous entraînait loin de la ligne d'approche sécurisée de l'hélicoptère. L'équipage de vol a commencé à appeler ma position riptide parce que je disparaissais continuellement derrière les vagues et refaisais surface plus loin du navire. Le nom n'était pas une blague. C'est devenu le seul moyen fiable d'identifier ma position. Pendant l'extraction finale, une conduite de carburant s'est rompue. 3 personnes restaient à bord. L'une était inconsciente, une ne pouvait pas marcher. Et la 3e refusait de partir sans son frère qui avait été emporté à l'eau. Un autre nageur sauveteur, Daniel Mercé, est entré avec moi dans le compartiment inférieur. Nous avons trouvé l'entrepreneur inconscient et l'avons déplacé vers l'ouverture. Mais une partie de la structure a cédé, bloquant Daniel. Je me souviens encore du bruit de son casque contre l'acier. J'ai sorti l'entrepreneur, puis je suis retourné. À ce moment-là, le navire était plus proche du récif. Et l'hélicoptère avait moins de 10 minutes de carburant. Daniel a repris ses esprits assez longtemps pour aider à sécuriser le survivant piégé. Il m'a ordonné de prendre le survivant en premier. J'ai protesté. Il a répété l'ordre. Le survivant s'en est sorti. Daniel est resté derrière. Ma dernière transmission était simple. Coordonnées, effondrement structurel, et un nageur sauveteur hors d'atteinte. Puis la radio a coupé. La marine a utilisé Riptide dans le compte-rendu d'après-mission parce que plusieurs unités l'avaient entendu sur le canal d'urgence. Personne qui a servi avec moi ne l'a jamais utilisé à la légère. Il appartenait au sauvetage, aux personnes que nous avons aidées. Et aux coéquipiers que nous n'avons pas pu ramener à la maison. J'avais écrit les noms parce que je craignais que les rapports officiels ne les réduisent à des numéros. Walter a écouté sans bouger. Quand j'ai eu fini, ses poings étaient serrés. J'étais le commandant de l'aviation qui a approuvé ce décollage, a-t-il dit. Un murmure a parcouru la pièce. J'étais à bord du porte-avions de soutien à 30 000 nautiques de là. J'ai entendu le canal d'urgence. Nous avons perdu le contact avec votre hélicoptère à 2 reprises. La salle des opérations n'arrêtait pas de demander si Riptide avait été récupéré. Je l'ai regardé fixement. Walter a hoché la tête. Votre équipe a secouru 9 personnes. L'une d'elles était mon filleul. Le visage de Ryan est devenu vide. Walter s'est tourné vers lui. Tu as fait un divertissement de la nuit où ta sœur a transporté un homme blessé à travers un navire en train de couler et est retourné chercher un coéquipier qui n'est pas revenu. Tu as partagé des pages contenant les noms de survivants et de militaires. Puis tu t'es arrangé pour que les gens rient. Je ne savais pas, a dit Ryan. C'est là le problème, a répondu Walter. Tu ne savais pas, et tu as quand même choisi la cruauté. Ryan s'est raidi. Chloé ne nous dit jamais rien. Comment étais-je censé comprendre? Tu aurais pu demander, ai-je dit. Tu aurais refusé. Oui, c'était mon droit. Notre père, Thomas, a finalement parlé. As-tu cassé la serrure? Ryan a expiré. Papa, ne rends pas ça plus grave que ça ne l'est. L'as-tu cassé? Oui. As-tu envoyé ces pages à tes amis? Ryan a jeté un coup d'œil au garçon d'honneur. À quelques-uns. Emma a tendu la main vers l'homme qui avait filmé. Donnez-moi votre téléphone. Elle a ouvert la discussion de groupe, et son visage a changé. Ryan a envoyé les photographies la semaine dernière. Il leur a dit que Chloé faisait semblant d'être un personnage de film de guerre. Elle a reniflé avec incrédulité. Il avait planifié la question à l'avance. Ryan a tenté de prendre le téléphone, mais Emma l'a retiré. C'est privé. L'ironie était si évidente que même ses amis ont baissé la tête. Emma a lu un autre message. Tu as aussi dit que Chloé serait trop gênée pour te défier parce que tu avais besoin de son
Investissement. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai enfin compris. La blague était un test d'obéissance. Si je restais silencieuse, Ryan obtenait son rire et mon argent. Si je protestais, il me décrirait comme instable devant les personnes qui évaluaient sa proposition commerciale. Walter le regarda avec dégoût. Tu as utilisé son passé douloureux comme levier. Ryan a repoussé sa chaise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors explique-le, a dit Emma. Pour la première fois de la soirée, Ryan n'avait pas de réponse préparée. Il se tenait derrière sa chaise, le visage rouge. L'embarras ne le rendait jamais plein de remords. Il le mettait en colère. Chaque fois que son comportement était exposé, il agissait comme si la personne qui disait la vérité l'avait attaqué. Tout le monde transforme une blague stupide en procès moral, a-t-il dit. Emma a posé le téléphone sur la table. Tu as forcé la malle de ta sœur, photographié ses écrits, les a partagés. Et prévu de l'embarrasser tout en t'attendant à ce qu'elle finance ton projet. Qu'est-ce que nous transformons? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle finance quoi que ce soit, a-t-il offert. J'ai accepté d'examiner l'investissement, ai-je corrigé. Je n'ai jamais signé. Ryan m'a fusillé du regard. Tu as dit que tu soutenais l'accord. J'ai soutenu l'examen des chiffres. Ce n'est pas la même chose que de transférer 85 000 $. Tu savais que la date limite de la banque était lundi. Oui. Et je prévoyais de te parler en privé après avoir trouvé des divergences. Ryan s'est arrêté de bouger. Le père d'Emma, Charles, s'est penché en avant. Quelle divergence? Je n'avais pas l'intention de discuter du projet au dîner. Mais le dossier de Ryan contenait de graves problèmes. Les estimations de construction utilisaient des prix de matériaux obsolètes. Le taux d'occupation prévu dépassait celui des propriétés comparables. Le plus troublant, la proposition identifiait l'entreprise de mon père comme un fournisseur garanti. Bien qu'il n'ait jamais signé d'accord. Ryan avait dit aux investisseurs que Bennett Building Supply fournirait des matériaux avec une remise fixe. Il avait également listé mon investissement comme un capital familial engagé, faisant paraître le projet plus sûr qu'il ne l'était. Je me suis tourné vers mon père. As-tu accepté de fournir des matériaux avec une remise de 12% pendant 3 ans? Son expression s'est assombrie. Non. Ryan a répondu rapidement. C'était une supposition préliminaire. Tu l'as incluse dans le dossier de financement. Cela peut être corrigé. As-tu dit à la banque que mon investissement était engagé? J'ai dit qu'il était attendu. Le document dit engagé. Charles a plié le résumé. Notre famille suspendra l'examen jusqu'à ce qu'un audit indépendant soit réalisé. Le visage de Ryan a changé. Vous ne pouvez pas. La date limite de la banque est lundi. Nous le pouvons, et nous le faisons. Ryan s'est tourné vers Emma. Dis-lui que c'est insensé. Emma a retiré sa bague de fiançailles et l'a tenue entre ses doigts. Savais-tu que le dossier de financement qualifiait l'investissement de Chloé d'engagé? Il a hésité. Réponds-moi. Oui. Savais-tu qu'elle n'avait pas signé? Oui, mais elle a verbalement. Me l'avais-tu dit? Non. As-tu forcé sa malle? Oui. As-tu envoyé les pages de son journal à tes amis? Oui. As-tu planifié cette soirée parce que tu pensais qu'elle ne te défierait pas avant le mariage? Ryan m'a regardé, puis a de nouveau regardé Emma. Oui. Emma a posé la bague sur la table. Je ne t'épouse pas samedi. Ryan l'a regardé fixement. Tu annules notre mariage pour une blague? Non, a-t-elle dit. Je reporte un mariage parce que ce soir a exposé comment tu traites les gens quand tu penses qu'ils n'ont nulle part où aller. Ryan semblait incapable de traiter la décision d'Emma. Puis il a tendu la main vers la bague. Emma l'a couverte de sa main. Ne fais pas ça. Tu es en colère. Nous pouvons en discuter en privé. Nous l'avons fait. Chaque fois que je remettais en question une incohérence. Tu disais que j'analysais trop. Chaque fois que Chloé hésitait à investir. Tu la décrivais comme émotionnellement endommagée. Maintenant je comprends pourquoi.
Ryan m'a regardé avec un blâme immédiat. C'est ce que tu voulais. L'accusation a révélé à quel point il comprenait peu de choses. Dans son esprit, chaque conséquence devait être le plan de quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas accepter que ses propres décisions avaient accumulé assez de poids pour détruire ce qu'il avait construit. Je suis venu pour soutenir ton mariage, ai-je dit. Je prévoyais de discuter des problèmes financiers en privé. Tu as choisi ce qui s'est passé ce soir. Tu peux y remédier. Dis à Emma que tout le monde exagère. Cette demande a effacé la dernière trace de culpabilité que je ressentais. Après avoir envahi ma vie privée, déformé la réalité sur mon argent et m'avoir humilié. Ryan s'attendait toujours à ce que je sauve sa réputation. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il m'a demandé de le protéger. Non, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Alors, tu vas tout détruire? Je me retire du projet. Demain. J'informerai la banque que je n'ai jamais engagé de fonds et que mon nom ne peut pas être utilisé dans les futurs documents. Le projet va s'effondrer. Alors il dépendait d'argent que tu n'avais pas. Ryan s'est tourné vers notre père. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Elle peut faire ce qu'elle veut de son argent, a répondu papa. Tu as investi en moi. J'ai investi parce que j'attendais de l'honnêteté. Tu as listé mon entreprise comme fournisseur. Garantie sans permission. Ryan a baissé la voix. Je savais que tu aiderais une fois l'accord conclu. Ce n'est pas une permission. Notre mère a rassemblé les photographies près de son assiette. Elle pleurait, mais elle n'avait plus l'air impuissante. Ryan, je t'ai demandé de déplacer la malle de Chloé sans l'ouvrir. Tu m'as menti. Ce n'est pas la question. Tu ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Ça lui appartenait. Ryan a regardé nos parents comme s'ils l'avaient trahi. Pendant des années, ils avaient amorti chaque chute, prêté de l'argent, offert des excuses et poussé tout le monde à lui pardonner avant qu'il ne répare les dégâts. Cette fois, papa ne l'a pas protégé. Tu rembourseras les 9 000 $ de Chloé, a-t-il dit. Tu rembourseras aussi les 34 000 $ que tu nous as empruntés. Tu as dit que c'était un investissement. J'ai dit que cela pourrait en devenir un après avoir reçu les états financiers. Tu ne les as jamais fournis. L'accord le qualifie de prêt. Je n'ai pas 43 000 $. Tu possèdes une voiture qui vaut près de 70 000. Ryan a ri avec incrédulité. Tu veux que je vende ma voiture 3 jours avant mon mariage? Il n'y a pas de mariage samedi, a dit Emma. La phrase s'est abattue sur lui plus durement que tout le reste. Les invités ont commencé à partir discrètement. Le père d'Emma a dit au coordinateur d'arrêter les préparatifs. Un garçon d'honneur a supprimé la vidéo qu'il avait enregistrée et m'a montré le dossier vide. Un autre s'est excusé d'avoir rejoint la discussion de groupe. Leur regret n'effaçait pas leur comportement. Mais au moins ils comprenaient que le rire ne les rendait pas innocents. Walter a demandé si les photographies contenaient les personnes impliquées. 2 images montraient des noms partiels, des dates et des notes opérationnelles. Chaque destinataire doit les supprimer ce soir, a-t-il dit. Ryan a marmonné, d'accord. La voix de Walter s'est faite plus tranchante. Pas d'accord. Nécessaire. Emma a documenté chaque suppression. Quand ce fut terminé, j'ai pris mon sac. Ryan m'a barré le chemin. Tu ne peux pas partir comme ça. Au moins, parle-moi. Tu as eu des années pour me parler, ai-je dit. Je ne savais pas ce que le nom signifiait. Tu savais que le journal était sous clé. Tu savais que je ne l'avais pas partagé. Tu n'avais pas besoin de comprendre la mission pour comprendre la limite. Il a regardé vers Emma, espérant qu'elle le verrait essayer. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé. La blague est allée trop loin. La blague n'est pas allée trop loin, ai-je dit. C'est toi qui es allé trop loin. Sa mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il cherchait toujours une tâche rapide qui restaurerait tout. Rien ce soir. Tu es ma sœur. Cela ne t'a pas arrêté. Je me suis dirigé vers la sortie. Ryan a de nouveau appelé mon nom.
Je me suis arrêté sans me retourner. Avant de dire à tout le monde que j'ai ruiné ta vie, souviens-toi que tu as planifié cette soirée. Ai-je dit. Tu as choisi le public, la blague, les messages et le moment. Tout ce que j'ai fait, c'est répondre à ta question. Puis je l'ai laissé sous les lumières qu'il avait louées pour se donner une allure de succès. J'ai conduit jusqu'à un hôtel près du port au lieu de retourner à la maison que mes parents avaient louée. Mes mains étaient stables, mais le reste de moi se sentait déconnecté. Les gens imaginent que se défendre apporte un soulagement instantané. Parfois, le premier sentiment est le deuil. Je ne pleurais pas le mariage. Je pleurais le frère pour qui j'avais passé des années à inventer des excuses. À l'hôtel. J'ai envoyé un courriel à la banque et confirmé que je n'avais jamais engagé de capital dans le projet de Ryan. J'ai demandé une confirmation écrite que mon nom serait retiré de tous les documents de financement. J'ai également contacté l'avocate qui avait examiné l'accord d'investissement et lui ai demandé de conserver les dossiers montrant comment mes fonds avaient été représentés. Puis j'ai appelé Léa Morgan, une ancienne amie d'escadron qui avait connu Daniel Mercé. Je lui ai raconté ce que Ryan avait fait. Elle ne m'a pas demandé de considérer ses intentions. A-t-il diffusé le nom de Daniel, a-t-elle demandé. Une partie était visible. Alors protège le dossier d'abord, occupe-toi de ta famille plus tard. J'ai documenté tous ceux qui avaient reçu les images, les messages qu'Emma m'a montrés. Et les déclarations de Ryan sur l'investissement. Les faits donnaient une structure au chaos. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Elle s'est excusée de m'avoir demandé de déplacer la malle et a admis que notre famille m'avait demandé à plusieurs reprises de le tolérer parce que le confronter était épuisant. Nous te disions d'être la plus grande parce que tu étais la personne la plus susceptible d'écouter. A-t-elle dit. Cela m'a rendu responsable de son comportement. Je le sais. C'était la première fois qu'elle reconnaissait le schéma sans le défendre. Mon père a appelé ensuite. Il avait examiné les documents de Ryan pendant la nuit. La fausse garantie de fournisseur n'était pas le seul problème. Ryan avait compté un incitatif fiscal qui n'était pas approuvé et avait sous-estimé les coûts de nettoyage environnemental. Papa a retiré son soutien et a formellement interdit à Ryan d'utiliser le nom de l'entreprise. À midi, la banque a suspendu l'examen du prêt. Emma a reporté le mariage indéfiniment et l'a annulé plus tard. Sa famille a couvert les fournisseurs qu'ils avaient engagés. Tandis que Ryan est devenu responsable des acomptes liés à ces accords. Le projet d'hôtel s'est effondré en 2 semaines. Sans mon argent, la garantie de fournisseur de papa, ou la participation de la famille Caldwell. Ryan ne pouvait pas satisfaire la banque. Il a blâmé tout le monde jusqu'à ce qu'un comptable indépendant identifie les mêmes problèmes qu'eux. J'avais trouvé. Mes parents ne l'ont pas laissé revenir à la maison ni n'ont effacé sa dette. Ryan a vendu sa voiture de luxe, a remboursé mes $9 000. Et a rendu une partie du prêt de nos parents. Il a pris un poste de consultant dans une autre société de développement mais n'était plus autorisé à contrôler les finances des projets. Cette restriction a blessé sa fierté plus que la perte de l'hôtel. Il m'a envoyé 4 excuses durant le premier mois. La première disait qu'il était désolé que j'ai été embarrassé. J'ai répondu que je n'étais pas embarrassé par mon service. La deuxième disait qu'il regrettait que les gens aient mal interprété sa blague. Je n'ai pas répondu. La troisième blâmait le stress, l'alcool et la pression des investisseurs. Je l'ai transmise à mon avocate. La quatrième est arrivée 6 semaines plus tard et semblait différente. Ryan a écrit qu'il avait commencé une thérapie après qu'Emma ait refusé de reprendre les plans du mariage. Il a admis utiliser l'humour pour contrôler les situations et attaquer quiconque menaçait son image. Il a reconnu avoir forcé la malle, partagé les pages. Déformer mon investissement et s'être attendu au silence parce que je l'avais protégé auparavant. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il a fourni la confirmation que chaque destinataire connu avait signé une déclaration affirmant que les images avaient été supprimées. Il a également fait un don à une fondation de soutien aux nageurs sauveteurs au nom de Daniel. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée. Maman a demandé si j'allais répondre. Je lui ai dit que la responsabilité n'était pas une transaction.
Ryan ne gagnait pas un accès à moi en accomplissant des actions correctives. Ces progrès ne créaient aucune obligation pour moi. Emma a finalement mis fin aux fiançailles de façon permanente. Elle a dit que le dîner n'était pas la seule raison. Il rendait les incohérences antérieures impossibles à ignorer. Ryan décrivait souvent toute personne qui le défiait comme instable, jalouse ou trop sérieuse. Elle a réalisé que le mariage ne changerait pas cela. Ryan a perdu le mariage, le projet d'hôtel, la protection financière de nos parents et la certitude que je reviendrai toujours. Ce n'étaient pas des punitions que j'avais conçues. C'étaient des conséquences attachées à la vérité. La vengeance la plus claire n'était pas de regarder ses plans s'effondrer. C'était de refuser de les porter pour lui. 9 mois plus tard, j'ai pris la parole lors d'une conférence sur la sécurité maritime à Norfolk. Ma présentation portait sur les défaillances de communication pendant les urgences et le danger de rejeter les préoccupations parce que la personne qui les soulève semble trop prudente, émotive ou sérieuse. Vers la fin, j'ai affiché un mot sur l'écran, Riptide. J'ai expliqué qu'un courant d'arrachement est dangereux en partie parce que les gens le comprennent mal. Ils s'épuisent à lutter directement contre le courant. La survie nécessite souvent de reconnaître la force, de se déplacer délibérément et de s'échapper latéralement au lieu de continuer une bataille qui ne peut être gagnée par la seule force. Cette leçon s'appliquait à plus que l'eau. Pendant des années, je me suis battu pour que Ryan me comprenne. J'ai expliqué, pardonné, protégé et attendu. Je croyais que les mots parfaits le feraient respecter mes limites. Mais une limite n'est pas une demande de compréhension de la part d'une autre personne. C'est une décision sur ce que vous ferez lorsque le respect est absent. Ryan a assisté à la conférence et s'est assis au dernier rang. Il ne m'a pas approché après. Plus tard, il a envoyé un message disant qu'il comprenait enfin pourquoi j'avais utilisé l'indicatif d'appel. J'ai répondu: je suis contente que tu aies écouté. La confiance dépendra de ce que tu continueras à faire quand personne ne regarde. Nous ne sommes pas proches maintenant. Nous échangeons des messages occasionnels et nous nous sommes vus 2 fois en présence de nos parents. Il ne plaisante plus sur mon service. Plus important encore, il ne s'attend plus à ce que la famille efface les conséquences de ses choix. Que ce changement dure est de sa responsabilité. Mes parents ont changé, eux aussi. Ils ont cessé de confondre la paix avec le silence. Lorsqu'un conflit apparaît, ils ne demandent plus à la personne la plus responsable de l'absorber. Ils demandent qui a causé le tort. Quelle réparation est nécessaire et si la personne blessée souhaite un contact continu. C'est la leçon que j'ai tirée de cette expérience. Le respect n'est pas prouvé par des mots affectueux prononcés après le dommage. Il est démontré par le consentement, la vie privée, l'honnêteté et la responsabilité avant que le dommage ne se produise. L'humour ne devient pas inoffensif parce qu'un public rit. La loyauté familiale n'exige pas de financer la tromperie, de protéger les réputations ou de tolérer l'humiliation. Le pardon peut être offert, retardé ou refusé. Mais il ne devrait jamais être exigé comme paiement pour des excuses. Ryan croyait que mon indicatif d'appel me rendrait ridicule. Au lieu de cela, il m'a rappelé qui j'avais été pendant la nuit la plus difficile de ma vie. La personne qui pouvait évaluer le danger, protéger les autres et prendre une décision sans attendre d'approbation. Riptide n'a jamais été le nom de ma faiblesse. C'était le nom que les gens utilisaient quand ils essayaient de me trouver dans la tempête. Quand mon frère a essayé de l'utiliser contre moi, j'ai finalement arrêté de disparaître sous les attentes de ma famille. J'ai permis à la vérité de faire surface. J'ai accepté que certaines relations ne peuvent pas être réparées immédiatement. Et j'ai choisi la dignité plutôt qu'une paix temporaire. Parfois, la justice n'arrive pas par une vengeance planifiée en secret. Parfois, elle arrive quand une personne dit la vérité, retire le soutien que d'autres ont abusé, et permet à chaque conséquence d'atteindre la personne qui l'a créée. Ryan pensait que la salle rirait de mon nom. Au lieu de cela, la salle a finalement compris le sien. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la toute fin. Tout ici est fictif et créé uniquement pour la narration, la réflexion éducative et le divertissement. Nous espérons que cela vous rappelle que parfois la leçon la plus puissante est d'apprendre à ne pas
Confondre l'histoire avec l'obligation. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans votre vie depuis longtemps que cette personne doit conserver une place qui continue de vous faire du mal.